Madame, Monsieur, bonsoir. Au sommaire de ce journal du mardi 4 octobre, une leçon qui restera probablement gravée dans les esprits. Une démonstration vaut parfois tous les discours. Le principe s'applique aussi en sécurité routière. 700 lycéens et collégiens sarrois ont assisté à un crash test. Les écourues de la Sarthe se poursuivent jusqu'au 2 décembre. On fait baisser le niveau de l'eau pour nettoyer les berges et faire quelques travaux. Et nous prendrons des nouvelles de Récréa Livre. Souvenez-vous, la librairie jeunesse risquait la faillite. Elle a fait appel au financement participatif pour s'en sortir. Et mon invité, c'est Dominique Dumeau, le président de l'association des maires ruraux en Sarthe. Nous parlerons avec lui du sentiment d'abandon des petites communes, baisse de moyens, baisse de services et tout ce qui en découle. Sécurité routière, des élèves sartois ont assisté à un crash test ce matin. Assister à un accident de la route vaut tous les longs discours. C'est la philosophie choc de l'événement organisé ce mardi matin dans les paddocks du circuit. Comme chaque année à la même période, 700 lycéens et collégiens sartois ont assisté à un crash test. Parmi eux, Michael Texier. Premier call, il touche ses freins au deuxième. Jusque-là, tout va bien pour lui. Le conducteur l'a vu venir, mais à 50 km/h, il faut 15 mètres pour arrêter la voiture. Alors si le scooter surgit au dernier moment... Rouler aujourd'hui avec un scooter ou avec une voiture, c'est prendre des risques. On oublie ça, puisqu'il ne se passe jamais rien. Et que même en faisant quelques fautes de conduite, souvent ça n'a pas de conséquences. Mais si on va jusqu'à l'impact, ça peut faire ça. Donc l'intérêt tout simplement de ces opérations, c'est pas de le dire, c'est qu'ils le vivent. Ils, ce sont eux, 700 collégiens et lycéens qui assistent au crash test, suivi d'un exercice de désincarcération pour plus de réalisme encore, et se rendre compte des incidences même pour un accident à faible vitesse. On mobilise des pompiers, on mobilise des membres du SAMU, on mobilise des gendarmes pour s'occuper d'une personne. Donc on veut faire comprendre aux étudiants, aux lycéens qui sont là que la prévention routière c'est important, qu'il faut faire attention sur la route parce qu'un accident ça peut arriver à tout le monde. En 30 secondes, la vie peut basculer. Du côté des élèves, les 2 heures passées sur le circuit semblent avoir marqué les esprits. Est-ce que ça t'a marqué? Ouais, les chocs entre les véhicules. C'est assez choquant de voir comment, par exemple, le scooter a volé, quoi. Utile ou pas utile à ton avis? Pourquoi? Parce que ça prévient du danger sur la route. La pédagogie par l'exemple pour qu'ils se souviennent de cette matinée, le jour où ils prendront le volant ou mettront leur casque. Accueillons maintenant l'invité de ce journal, Diane. Et soyez le bienvenu, Dominique Dumeau. Vous êtes, je viens de le dire, le président de l'association des maires ruraux en Sarthe. Bonsoir. Bonsoir. Et vous vous battez pour que les zones rurales restent des territoires dynamiques. Vous avez l'impression qu'elles sont reléguées au second plan par l'État ? Oui, parfois, assez souvent même. On voit les décisions qui arrivent les unes derrière les autres. On a encore été gâtés tout au long du mois de septembre avec le projet de fermeture d'écoles, l'abandon par l'État d'une dotation globale de fonctionnement équitable entre un citoyen rural ou un citoyen urbain. Également les professions de foi envoyées par Internet qui vont forcément léser les citoyens, surtout en zone rurale, qui sont les moins connectés à l'informatique. Oui, donc on se rend bien compte que c'est toujours le monde rural qui devient une variable d'ajustement budgétaire et forcément c'est désolant et ça nous inquiète et ça nous met en colère aussi. Ouais. Alors justement, vous avez poussé un coup de gueule il n'y a pas très longtemps contre les fermetures de classes. Est-ce que ça, c'est l'illustration de cette désertion ? On a un directeur académique qui a une obligation de résultats en termes d'économie budgétaire. Et la première chose qui lui vient à l'esprit, c'est évidemment de fermer les écoles qui ont des classes avec des effectifs d'élèves en dessous du seuil de 25 environ. Et évidemment, c'est en zone rurale, donc on ne se pose pas de questions et on va fermer 120 à 130 écoles, pas des classes, 130 écoles, donc ça représente près de 300 classes dans le département, sous prétexte qu'on doit trouver des pistes d'économie. Et donc pour économiser environ 4 millions d'euros sur le budget du ministère de l'Éducation nationale, eh bien on éloigne les enfants de leur milieu scolaire et c'est forcément dramatique, sans se préoccuper une seule seconde des conséquences que ça aura également budgétaires pour les collectivités.
En fermant une école, on ferme un petit peu un village finalement, on peut dire ça comme ça? Alors on ne ferme pas un village, mais forcément on coupe énormément de liens sociaux, parce qu'une école, à travers un village, c'est un lieu de rencontre, c'est un lieu aussi qui mobilise, à travers les associations de parents d'élèves, c'est un lieu qui fait vivre la commune. Combien de communes ont leur commerce, par exemple, qui est, entre guillemets, aidé en permanence par l'école à travers la fourniture des repas scolaires, ou l'épicerie qui fournit la cantine. Donc évidemment, tout ça, c'est intimement lié, et si demain ça devait disparaître, forcément, ça aurait des conséquences importantes, sans parler surtout du plus important, c'est l'enfant, qui forcément passera près d'1 heure par jour dans les cars au lieu de travailler à l'école, ou d'être à son domicile avec ses parents, et tout ça pour 4 millions d'euros, et sans se préoccuper un seul instant des charges pour les collectivités, car si on ferme 128 écoles dans le département, donc on supprime grosso modo 300 classes, il va bien falloir en construire 200 ailleurs. Ça sera à la charge des collectivités. Donc à la fin, pour le contribuable, ça sera forcément plus cher. Ça sera économe pour le ministère de l'Éducation nationale, mais pour le contribuable, ça serait bien qu'on pense à lui à la base, ça sera beaucoup plus cher. Ça reste un projet. Quelles sont les alternatives alors qu'on aurait? Les alternatives, c'est déjà peut-être de se poser, de réfléchir peut-être aux difficultés que rencontrent peut-être certaines écoles du département. Quoiqu'en Sarthe, déjà, il y a un gros travail de fait. On a beaucoup de RPI, donc des communes qui se sont associées pour regrouper leurs enfants dans un même lieu pour que les classes soient avec un nombre d'enfants suffisant pour fonctionner correctement. Donc, à mon avis, dans le département de la Sarthe, à part quelques petits cas extrêmes, le gros travail a été fait précédemment, et je pense que notre directeur académique devrait plutôt chercher à faire en sorte que ces écoles fonctionnent mieux, plutôt qu'à essayer de casser une dynamique qui existait et qui, par cette annonce, a été vraiment mise à mal. On a de nombreux élus très inquiets, on a des agents communaux qui travaillent dans les écoles qui interpellent leur maire en disant « mais je vais devenir quoi demain ?» Des parents qui partaient peut-être dans une petite commune rurale avec une école qui se disent « mais ça se trouve, dans 2 ans, j'en aurai plus, et puis est-ce que je dois vraiment déménager pour aller vivre en milieu rural ?» Les dégâts sont déjà présents. Même si on n'a pas été beaucoup plus loin, le mal est fait déjà. Alors, les votes FM sont en forte progression dans les petites communes. Est-ce que vous pensez que c'est à cause de ce sentiment d'abandon des villageois? Alors évidemment, ce n'est pas l'unique raison, mais en partie oui, certainement oui, parce qu'on voit bien par exemple, dernière annonce, pour faire des économies, on souhaite envoyer les professions de foi aux prochaines présidentielles et aux prochaines législatives par voie électronique. Quand on regarde en Sarthe, le taux de pénétration d'Internet en ville, c'est 98%, en zone rurale, ce n'est que de 75%. Ça veut dire qu'on a quelques dizaines de milliers d'habitants de foyers sartois qui n'ont pas Internet, pour de multiples raisons. Soit c'est des gens très âgés, mais ça peut être aussi des gens très jeunes qui n'ont pas les moyens financiers pour pouvoir obtenir le matériel, soit des gens qui ont de l'informatique qui ne marche plus et qui n'ont pas les moyens d'en changer. Ça peut être aussi des gens qui sont en zone blanche, qui n'ont pas de débit, qui ne peuvent pas communiquer. J'imagine que oui, ces gens-là, ils doivent se dire « mais et je deviens quoi, moi, dans tout ça? Pourquoi, demain, je ne recevrai pas ces documents qui vont me permettre de choisir le prochain président de la République? Pourquoi, moi, en tant que citoyen, on me dit « bah non, vous, désolé, vous habitez en zone rurale, vous ne comptez pas. Vous comptez beaucoup moins qu'un autre qui vivra en zone urbaine, et à partir de là, ça va être à vous d'aller chercher les informations. » Clairement, ce type de choix politique, forcément, pour le Front National, c'est une campagne en moins, et c'est quelques voix de gagner, forcément. Le problème se pose aussi au niveau de la santé. On ne trouve plus de médecins dans les petites communes. Quelles sont vos solutions pour ça? Alors moi j'en ai des assez. Enfin, je vais dire que je ne comprends pas pourquoi un étudiant en médecine qui a fait son cursus, financé par la collectivité, un étudiant en médecine, c'est 9 années. Alors évidemment, il va donner beaucoup de temps en interne, en externe, etc. à la collectivité. Et malgré tout, ces études, on les finance. J'ai un peu de mal à comprendre, à la fin de ces études, pourquoi ce jeune médecin, on ne peut pas lui imposer quelques années en zone rurale, ou en zone rurale, non, en zone sans médecin, parce qu'il y a des zones urbaines où il n'y a pas de médecin, et puis après qu'on le laisse vivre son petit bonhomme de chemin, et puis vivre sa vie, peut-être s'installer ailleurs. Un enseignant... Ça va motiver les étudiants à faire des années d'études pour se retrouver ensuite en campagne. Écoutez, ça fonctionne pour les enseignants. Les enseignants, quand ils sortent de l'école, qu'ils ont leur diplôme, on ne leur demande pas où ils veulent aller. On leur dit, vous allez dans la telle commune et puis vous allez enseigner. Et puis après, en ayant des points, en prenant un peu d'ancienneté dans leur rôle d'enseignant, ils ont la possibilité de chercher une mutation ailleurs. Je ne vois pas pourquoi pour les médecins ce ne serait pas pareil. Jusqu'à preuve du contraire, c'est la collectivité, donc l'ensemble des citoyens qui payent leurs études. Donc pourquoi pas leur imposer un minimum derrière? Non, ça ne me gêne pas. Et je pense que ce serait certainement
une raison importante, mais on n'ira certainement jamais là-dedans. Et on a beaucoup de députés qui sont encore médecins. Donc ça ne doit pas aider non plus à ce que ce type de réforme se fasse. Et puis le monde médical est assez influent, donc il y a peu de chances que ça aboutisse. Les petits villages s'organisent aussi. Certains commerces, par exemple, récupèrent les courriers de la poste. Est-ce que ce genre de choses, ça peut être aussi finalement la solution ? Alors c'est certainement une solution, mais il ne vous aura pas échappé qu'en parallèle de tout ça, on a une réforme des collectivités territoriales qui s'organise. On a une grosse pression de l'État et des dirigeants, même si ce n'est pas obligatoire, pour aller vers la commune nouvelle. Dans le Maine-et-Loire, on a des communes nouvelles de 50 anciennes communes qui se créent. Donc dès 2020, ce sera une commune de 50 hameaux. Et on est en train d'utiliser la commune comme le service de proximité. À l'avenir, je suis inquiet, parce que même ce que vous me proposez là, aujourd'hui, avec des communes nouvelles sur des territoires de 25 ou 30 km², ça risque d'être compliqué. Et pour le citoyen, ça sera toujours l'éloignement des services. Un dernier mot sur les normes justement imposer par exemple 20 000 habitants dans une communauté de communes, ce genre de choses, des vraies normes carrées, précises, en chiffres, est-ce que ça c'est viable ? C'est viable, j'en sais rien. En tout cas, c'est appliqué. On voit d'ailleurs les difficultés dans les départements. La nouvelle carte des intercommunalités qui va être mise en œuvre au 1er janvier 2017, où on a des grosses intercommunalités, dans leur sarde de 50 communes environ. On voit bien que les élus vont avoir énormément de mal à travailler ensemble parce qu'ils n'ont pas appris à travailler ensemble. Et je pense qu'à terme, pour le citoyen, ça sera négatif parce que ça aura un coût bien plus important, parce que forcément, ça coûtera beaucoup plus d'argent. Jamais de faire plus gros a coûté moins cher, c'est faux. Et puis c'est surtout que derrière, le citoyen va encore avoir ce sentiment d'abandon et de voir que le pouvoir s'est encore un peu éloigné de lui et ça, forcément, ça créera des difficultés. Ça fera le bonheur de certains, je pense. Très bien. Merci beaucoup Dominique Dumot d'avoir accepté notre invitation. Je vous remercie. En bord de Sarthe, on profite des écourues qui se déroulent tous les 3 ans pour faire le grand nettoyage. Oui Maxime, une fois le niveau de l'eau abaissé, on voit encore mieux les déchets encombrants laissés par les indélicats. Des détritus susceptibles d'entraver la circulation des bateaux dans le chenal. À chaque écourue, on trouve en général une voiture, des restes de larcin comme des coffres-forts, et puis des choses plus étonnantes, comme par exemple une carcasse de cheval. Reportage. Jean-Marie et Joël sont des pêcheurs, mais pas de friture pour eux, plutôt du plastique et de la ferraille. Pendant les écourus, ils ont pour mission de ramasser les déchets, 150 mètres cubes en moyenne, tous les 3 ans. Des caddies, des scooters. Beaucoup de scooters en ce moment, là, il doit y avoir un trafic, je ne sais pas, mais les cadres, on arrivait à noter rien que sur cette partie-là, on a enlevé 7 cadres, et puis des caddies, beaucoup de caddies. Ça, les caddies, c'est la bête noire parce que ça s'envase, et là, pour les retirer, c'est ce qu'il y a de plus dur. Là, il y en a, mais bon. Sur 3 ans, il ne faut pas trop se plaindre, quoi. On n'a pas retrouvé de machine à laver, là. Non, avant, on trouvait tout ça. Avant, il n'y avait pas les reprises des télés, des machines à laver. Maintenant, avec les Cotax, là, on n'a plus ça, déjà. Ils devraient faire la même chose sur les scooters. Et les écourus, c'est aussi et surtout le temps des travaux. Changement des portes de l'écluse de la Suze, injection de béton sur le barrage de Fillet et restauration de talus. C'est aussi un moment privilégié pour observer les berges. Ces diagnostics permettent de programmer toute une série de travaux pour les 3, 6 ou 9 ans à venir, mais aussi de réaliser des travaux urgents qui n'ont pas été diagnostiqués parce que justement l'eau recouvre les ouvrages et en découvrant les ouvrages, on peut se rendre compte de problèmes particuliers qui méritent d'être traités très rapidement. Du Mans jusqu'à la limite du Maine-et-Loire, 86 km de cours d'eau sont concernés. Pour cela, 16 ouvrages ont été manœuvrés. 1 semaine a été nécessaire pour baisser les eaux. Un rythme lent voulu pour préserver les berges. C'est des manœuvres manuelles de ventelles qui sont actionnées par les agents et qui doivent les ouvrir doucement de façon à ce que le niveau d'eau baisse régulièrement sans provoquer de grosses vagues, quoi, si on veut donner le principe. Pour Jean-Marie et Joël, la pêche miraculeuse continuera jusqu'au 2 décembre, date de fin des écourus. Est-il nécessaire de le rappeler ? Toute baignade est strictement interdite dans la Sarthe.
Souvenez-vous, c'était au début du mois de septembre, la librairie Récré à Livre a frôlé la catastrophe. Et le pari était fou, mais le constat est là. La librairie a bel et bien été sauvée par le financement participatif. Après des mois de combats financiers et d'incertitudes, l'heure est à la satisfaction. Mathias Hubert a rencontré le bienheureux gérant. C'est une histoire de solidarité. Lorsque Gwendaloul, le gérant de la librairie Récré à Livre, subit un sinistre financier, il a l'idée du financement participatif. Famille, clients et amis, tous sont appelés aux dons sur le site ulule.fr. Et la surprise, en seulement 4 jours, les 10 000 € nécessaires sont réunis. Ils sont 522 contributeurs à avoir participé. Alors déjà, on peut dire que la librairie est sauvée. Ça, c'est déjà une chose, c'est génial, c'est l'essentiel, on va dire. Mais pas seulement, il y a peut-être quelque chose en plus qu'on n'avait pas prévu au départ, c'est que la librairie est changée. Et ça, c'est vraiment autre chose. Le fait que tant de gens aient participé pour la sauver, ça les rend d'une certaine façon encore plus liés à leur librairie. Et ça fait que une autre histoire, quelque chose de différent est en train de commencer depuis la fin du mois de septembre. Aujourd'hui, 19 000 € ont été collectés, de quoi stabiliser la trésorerie de la librairie et lui permettre de participer à la 25e heure, le salon du livre à venir ce week-end au Mans. Ça va être une vraie fête parce que ça va être un peu particulier, ça va être le premier salon après le Ulule et la suite de la vie de la librairie va être irrémédiablement changée, ça va être autre chose maintenant. Gwendaloul aimerait aujourd'hui atteindre les 40 000 € de dons pour pouvoir rembourser son prêt à la banque et envisager l'avenir en toute sérénité. Ce journal, merci à tous de l'avoir suivi. Je vous retrouve dans un instant pour la météo et puis ensuite ce sera le Face à la Rédac. A tout de suite. 18h15 cette semaine sur LMTV avec Nexecure, la télésurveillance nouvelle génération.